et vous pourrez en apprendre davantage à leur sujet à la fin de notre épisode. Le télescope spatial James Webb a découvert des galaxies qui paraissent trop anciennes pour notre jeune univers. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais JWST continue d'en trouver, et nos efforts récents pour résoudre ce problème nous mènent dans des directions très différentes. Avons-nous découvert des galaxies plus anciennes que l'univers, ou avons-nous simplement appris quelque chose d'incroyable sur la formation des galaxies? Avant de commencer, quelques annonces rapides. Tout d'abord, nous avons de nouvelles données. Aimer et commenter contribuent réellement au partage des épisodes. Et nous avons également appris que la principale raison pour laquelle les gens nous soutiennent sur Patreon n'est pas les avantages, mais simplement pour soutenir la communauté Spacetime et le travail que nous accomplissons. Alors merci. Si vous souhaitez nous rejoindre sur Patreon pour nous aider à rendre la physique plus accessible à tous, vous trouverez un lien dans la description. À suivre. L'épisode d'aujourd'hui fait partie du Mois de la Terre de PBS. PBS célèbre l'événement en diffusant une multitude de nouveaux épisodes passionnants qui explorent en profondeur notre incroyable planète. Vous pourriez notamment apprécier le dernier ouvrage, Bismart, qui explore les mathématiques, la science et l'histoire de la carte de Mercator, une œuvre de génie imparfaite qui, à plus d'un titre, a changé le monde. Vous trouverez dans la description les liens vers cet épisode et la playlist complète du Mois de la Terre. Nous sommes ravis d'annoncer ensuite notre 3e célébration d'une galaxie lointaine, très lointaine, avec nos produits dérivés Return of the Geodesic. Car, que vous suiviez une géodésique dans un univers fermé ou que vous reviviez votre saga préférée, vous saurez toujours où vous finirez. Et jusqu'au 4 mai, profitez de 10% de réduction sur toute la boutique, avec des offres spéciales si vous combinez votre commande avec des articles des précédentes éditions du 4 mai. Passons maintenant à l'épisode. Les télescopes sont des machines à remonter le temps. La lumière met du temps à nous parvenir, c'est pourquoi nous voyons les objets lointains tels qu'ils étaient lorsque leur lumière a commencé son voyage vers la Terre. À mesure que nos télescopes deviennent plus puissants, ils voient plus loin, et de plus en plus de pans du passé nous deviennent accessibles. Le télescope spatial James Webb est l'une des machines à remonter le temps les plus puissantes jamais construites. Il est suffisamment puissant pour avoir permis de découvrir des galaxies dont la lumière nous parvient depuis que l'univers avait à peine plus de 2% de son âge actuel. L'univers de l'époque devait être différent, non? Ces galaxies devraient avoir une apparence différente. Après tout, c'est à ce moment-là que les galaxies ont commencé à se former, alors qu'elles auraient dû former activement un grand nombre de leurs étoiles. Ils devraient ressembler à des enfants hyperactifs. Ces types de galaxies existaient déjà à cette époque, mais le JWST a également observé des galaxies beaucoup plus développées, adultes. Certaines paraissent bien trop grandes et bien trop anciennes pour un univers vieux de seulement quelques centaines de millions d'années. Au cours des 2 dernières années, ce mystère a fait le tour des médias de vulgarisation scientifique. Cela incluait des spéculations haletantes, comme l'idée que le modèle du Big Bang dans son ensemble est erroné. S'il existe des galaxies anciennes datant de 13 milliards d'années, comment l'univers peut-il n'avoir que 13 milliards et demi d'années? Pour l'instant, nous ne nous sommes pas prononcés sur cette énigme. Aujourd'hui, beaucoup d'autres ont fait un travail formidable en expliquant tout cela et en démystifiant certaines de ces absurdités. Le Dr Becky, en particulier, suivait de près les progrès réalisés au fur et à mesure que de nouvelles données arrivaient du JWST. Alors, pourquoi devrions-nous en parler maintenant? Tout d'abord, vous avez été nombreux à nous demander notre avis, et il est temps de le donner officiellement. Deuxièmement, l'évolution de ce mystère a été une véritable montagne russe émotionnelle, oscillant entre l'insoluble et le résolu. Et maintenant, de nouveaux travaux nous ramènent vers le WTF. Parlons donc de l'état actuel de l'énigme des premières galaxies. Et avant cela, parlons un peu plus de ce à quoi nous nous attendons pour les galaxies de l'univers primitif. Les galaxies se sont formées à partir de minuscules fluctuations de densité dans l'univers primordial, que nous observons dans le scintillement du fond diffus cosmologique. Le CMB révèle des régions présentant de légers excès de matière, du gaz hydrogène, mais surtout de la matière noire qui surpasse le gaz d'un facteur d'au moins 5. Lorsque la matière noire s'est rassemblée sous l'effet de la gravité, elle a entraîné le gaz avec elle. Et lorsque ce gaz s'est compacté,
les premières étoiles sont nées. Ces galaxies primitives ont dû commencer petites, mais avec une formation d'étoiles assez incroyable en raison de l'énorme abondance de gaz à cette époque. À mesure que ces galaxies continuaient de croître, elles entraient en collision et fusionnaient, pour finalement se transformer en les galaxies matures que nous voyons aujourd'hui. Nous pensons bien comprendre tout cela, ou du moins nous le pensions. Grâce aux mesures précises du CMB et à notre compréhension théorique de la gravité, de la formation des étoiles, etc., nos simulations informatiques nous permettent d'explorer les scénarios de croissance possibles pour les galaxies. Nous pouvons prédire, par exemple, que les galaxies primitives devraient former des étoiles à un rythme effréné, en raison des énormes quantités de matières premières, le gaz hydrogène, présents à cette époque. L'une des prédictions qui devrait être encore plus fiable concerne la taille des halos de matière noire. Ce sont les gigantesques réservoirs de matière noire qui englobent toutes les galaxies et les maintiennent ensemble. Étant donné que la matière noire ne devrait pas être fortement affectée par le comportement complexe du gaz et des étoiles, nous avons une grande confiance dans notre compréhension de la façon dont ces halos se sont formés au fil du temps. Ou du moins, c'est ce que nous pensions savoir. Une prédiction très claire de ce modèle est que la majeure partie de cette croissance du halo aurait dû se produire au cours des 10 premiers pourcents de l'âge de l'univers. Durant ces 1,5 premiers milliards d'années depuis le Big Bang, il n'aurait dû y avoir pratiquement pas de halo très grand, et donc pas de galaxies très grandes. Et c'est ce que disent la théorie et les simulations. Mais pour vérifier cela, il nous faut de puissantes machines à remonter le temps, des télescopes. À mesure que les télescopes devenaient plus grands et que nos caméras devenaient plus sensibles, nous avons enfin pu sonder suffisamment tôt pour tester correctement nos modèles de croissance des halos. Et c'est là que le problème a commencé, il y a environ 15 à 16 ans, lorsque nos relevés de galaxies à décalage vers le rouge élevé, autrement dit les relevés de galaxies très éloignées, ont finalement atteint ces distances et que nous avons obtenu des réponses. Et ces études ont commencé à observer quelques cas de ce qui ressemblait à des halos géants, et ce, de plus en plus tôt. Et aussi une légère indication de galaxies excessivement rouges dans l'univers primordial. Les galaxies qui forment activement de nouvelles étoiles devraient être brillantes aux courtes longueurs d'onde, car elles contiennent de nombreuses étoiles géantes, chaudes et à courte durée de vie. Elles sont relativement bleues comparées aux galaxies plus anciennes. Et les galaxies plus anciennes, qui ne forment plus activement d'étoiles, apparaissent beaucoup plus rouges, car ces étoiles bleues, à la durée de vie éphémère, ont déjà explosé. Ces premières études n'ont encore rien révélé d'extraordinaire. Juste une poignée de cas où les galaxies semblaient trop grandes et, ou, trop évoluées par rapport à ce que nos modèles laissaient présager. En 2018, Charles Steinhardt et son équipe ont articulé cette tension émergente dans leur article intitulé « Le problème des galaxies incroyablement précoces ». Mais les choses impossibles sont, impossibles. C'est inscrit dans le nom. Plusieurs explications plausibles pour ces galaxies ont donc été élaborées. D'une part, nous ne voyons pas directement ces halos de matière noire excessivement grands. Nous ne voyons que la lumière des étoiles, et nous utilisons cette lumière pour déduire la masse des étoiles, puis la masse des halos qui les contiennent. Mais cette étape nécessite des hypothèses, et si l'une de ces hypothèses est fausse, alors peut-être avons-nous obtenu une masse de halos incorrecte. Et la rougeur qui suggère une ancienne population stellaire pourrait aussi être due à d'autres choses, et il y a plusieurs autres problèmes avec ces déductions. Je reviendrai sur les solutions possibles dans un instant. Mais même si les galaxies observées dans ces relevés au sol paraissaient vraiment trop anciennes et trop grandes, nous n'avons pas encore tout à fait bouleversé l'astrophysique et la cosmologie. Si nous poussons à l'extrême nos modèles de formation des galaxies, nous pouvons potentiellement accélérer l'évolution des galaxies pour expliquer leur existence avant même que l'univers n'ait atteint 10% de son âge actuel. Ce que nous aimerions vraiment faire, c'est remonter encore plus loin dans le temps pour voir si nous pouvons trouver l'époque où ces galaxies étaient elles-mêmes en formation. Et c'est ce que nous avons fait avec le télescope spatial James Webb. Le JWST a été conçu pour pousser ce jeu d'exploration des galaxies primitives à de nouvelles limites extrêmes. Il s'agit du plus grand télescope jamais déployé dans l'espace, ce qui signifie le plus puissant. Il est également conçu pour être sensible aux très grandes longueurs d'onde de la lumière, profondément dans la pluie.
Partie infrarouge du spectre électromagnétique. L'infrarouge moyen, comme nous aimons l'appeler. C'est important pour ces premières galaxies en raison de l'expansion de l'univers. Leur lumière nous parvient depuis une grande partie de l'âge de l'univers. Comme ces ondes électromagnétiques se propageaient dans un espace en expansion, elles s'étiraient, leur longueur d'onde s'allongeait. Il s'agit du décalage vers le rouge cosmologique, et un décalage vers le rouge plus élevé signifie un temps de trajet plus long et une distance plus grande. Pour les galaxies qui nous intéressent, ce décalage vers le rouge convertit la lumière visible et même ultraviolette en infrarouge moyen, ce qui explique pourquoi le JWST est nécessaire. Les premiers essais avec le JWST ont utilisé des méthodes similaires à celles de nos relevés de galaxies au sol. Je vais donc vous donner un peu plus de détails à ce sujet. La première chose à faire lors d'un relevé de galaxies est de prendre des photos avec différents filtres correspondant à différentes bandes de longueur d'onde, puis de comparer la quantité de lumière dans chaque filtre. C'est ce que nous appelons l'imagerie photométrique. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses à partir des rapports de luminosité des filtres, et donc des couleurs. Nous découvrons ainsi les galaxies candidates, nous faisons une estimation grossière de la distance, car les rapports de couleurs suggèrent un décalage vers le rouge. Nous pouvons contraindre la population stellaire, à la fois le nombre d'étoiles et la distribution des différents types. Par exemple, les couleurs plus rouges signifient une population plus ancienne, avec peu d'étoiles massives. Alors, qu'a découvert JWST ? Tout d'abord, cela a confirmé la présence de galaxies excessivement massives et d'apparence excessivement ancienne par rapport aux études précédentes. Et rappelons-nous que cela correspondait à un âge cosmique d'environ 10%, soit un décalage vers le rouge de 4. Or, un avantage crucial du JWST est qu'il est suffisamment sensible pour effectuer une spectroscopie correcte sur ces galaxies, il peut mesurer leur spectre, la quantité de lumière en fonction de la longueur d'onde. Ces spectres ont confirmé que les décalages vers le rouge sont effectivement très élevés. Ils ont également confirmé que la couleur rouge des spectres est due à des populations stellaires très évoluées, plutôt qu'à une grande quantité de poussière dans les galaxies, ce qui peut provoquer un rougissement similaire dans les analyses photométriques. Grâce à ces confirmations de l'existence de galaxies primitives d'apparence ancienne, les chercheurs, de manière plus générale, ont commencé à y prêter une attention particulière. Les médias ont commencé à s'y intéresser lorsque le JWST a repoussé des limites en termes de distance et d'horaire et a continué à découvrir ces choses. Actuellement, la plus ancienne galaxie géante candidate évoluée découverte par le JWST se situe à un décalage vers le rouge de 7,3, à seulement 5% de l'âge de l'univers. Il semble désormais que nous soyons confrontés à un véritable conflit avec nos modèles de formation des galaxies. Les halos de matière noire étaient trop vastes et les populations stellaires trop évoluées compte tenu du peu de temps dont elles disposaient pour se développer. C'est à peu près pour cette raison que nous avons commencé à entendre des affirmations hystériques selon lesquelles l'univers serait 2 fois plus vieux qu'on ne le pensait, ou que le modèle du Big Bang serait complètement renversé. Non. Et ce n'est pas le cas. Il existe tellement de corroborations indépendantes de notre modèle d'un univers en expansion vieux de 13 milliards d'années, on ne peut pas se contenter de pointer du doigt une seule divergence, certes intrigante, et décider de jeter tout l'univers avec l'eau du bain. Il existe des explications beaucoup plus parcimonieuses pour nos galaxies incroyablement précoces. Examinons l'un des plus convaincants. N'oubliez pas que lorsque nous calculons la masse de ces halos de matière noire supposément gigantesques, nous nous basons sur la lumière des étoiles nous observons, ce qui nécessite de comprendre la relation entre ces deux éléments, la lumière des étoiles et la masse du halo de matière noire. Et cela implique des hypothèses. Voici comment cela fonctionne. L'une des hypothèses est que la masse du halo est liée à la masse des étoiles, et que la masse stellaire est liée à la quantité de lumière que nous voyons dans ces étoiles. Mais nous ne voyons pas la lumière de toutes les étoiles. Généralement, la lumière que nous captons est dominée par les étoiles les plus brillantes de la galaxie. Nous devons ensuite déterminer le nombre relatif des différents types d'étoiles afin de pouvoir extrapoler de la lumière stellaire de l'observateur à la masse de toutes les étoiles, visibles et invisibles. Et il y a une autre hypothèse. Et oui, à partir de là, nous pouvons déterminer la masse du halo.
Déterminer la répartition des masses stellaires dans une galaxie située à l'autre bout de l'univers relève pour le moins de la conjecture. Et peut-être que la plus grande inconnue est ce qu'on appelle la fonction de masse initiale, la FMI. Elle nous indique le nombre relatif d'étoiles de différentes masses qui se forment lors d'une explosion de formation d'étoiles. Nous utilisons généralement le FMI mesuré pour la Voie lactée, parfois avec diverses améliorations. Mais nous ignorons si des étoiles se sont formées avec des distributions de masse similaires dans l'univers primitif. Et ils ne l'ont probablement pas fait. Par exemple, lorsqu'il y a moins d'éléments lourds provenant de générations d'étoiles anciennes, il est plus facile de créer des étoiles vraiment gigantesques, car les nuages de gaz ne se fragmentent pas autant lors de leur effondrement. Cela donnerait ce que nous appelons une fonction de masse initiale déséquilibrée, donc davantage d'étoiles massives se formeraient lors d'une poussée de formation d'étoiles données par rapport à ce qui se passe dans la Voie lactée. Et un plus grand nombre d'étoiles brillantes et massives signifie que ces galaxies seraient excessivement brillantes pour une masse de halo donnée. Si nous déterminons la masse du halo à partir de la lumière de ces étoiles massives, nous surestimons donc la masse du halo. Un tel modèle IMF déséquilibré est probablement le candidat le plus probable pour expliquer la taille apparemment gigantesque des halos de matière noire. Et cela pourrait même résoudre l'énigme. Mais le mystère s'arrête ici. Une nouvelle étude vient de trouver un résultat exactement inverse. Cette étude affirme avoir identifié un échantillon de galaxies qui correspondent à ce que sont devenues ces galaxies incroyablement précoces dans cette partie de l'univers. Et comme cet échantillon est beaucoup plus proche, nous pouvons détecter la lumière d'étoiles beaucoup plus faibles et de masse inférieure. Il s'agit donc de déterminer la fonction de masse initiale jusqu'à des masses beaucoup plus faibles. Et le résultat est mauvais. Cette étude a révélé que le FMI est en réalité déséquilibré vers le bas dans ces galaxies. Il existe beaucoup plus d'étoiles de faible masse, de petites naines rouges et autres, que la Voie lactée par exemple. Et il est certainement très déséquilibré en faveur des plus faibles par rapport à ce à quoi nous pensons qu'un FMI déséquilibré en faveur des plus forts pourrait ressembler. Le FMI, institution à forte hiérarchie, censé résoudre le problème des galaxies impossibles. Et en réalité, ce FMI déséquilibré, avec ses composantes basses, aggrave le problème. Un excès d'étoiles de faible masse signifie que lorsque nous convertissons la lumière des galaxies en masse stellaire, nous sous-estimons cette masse stellaire, et vraisemblablement aussi la masse de son halo de matière noire. Et cela rend d'autant plus difficile de comprendre comment ces choses ont pu se développer si vite. Bon, avant de rejoindre notre oncle farfelu sur le groupe Facebook Anti-théorie du complot du Big Bang, quelques mises en garde. Nous ne savons pas vraiment si cette nouvelle étude a réellement réussi à identifier les homologues modernes de nos galaxies impossibles, et les auteurs l'admettent, les qualifiant de descendants probables. Nous ignorons également quelles interactions complexes ces galaxies ont pu avoir au cours des 13 milliards d'années écoulées pour perturber le FMI. Nous ne savons pas non plus si un FMI à forte concentration de capitaux en bas de l'échelle exclut un FMI également à forte concentration de capitaux en haut de l'échelle. Autrement dit, il pourrait y avoir une surabondance d'étoiles de faible masse et d'étoiles de masse élevée, toutes ces masses étant comparables à celles du Soleil. Et il est plausible de supposer un FMI de ce type qui parviendrait tout de même à réduire ces masses de halo initiales. Des défis similaires se posent pour expliquer la couleur rouge apparente de ces galaxies primitives. L'essentiel, c'est que nous avons besoin d'un moyen d'interrompre la formation d'étoiles beaucoup plus rapidement que nous ne le pensions. Le principal candidat est peut-être tout à fait impressionnant, les quasars primitifs, des trous noirs supermassifs au cœur de ces galaxies qui projettent des radiations et des vents qui chauffent et expulsent le gaz, empêchant ainsi la formation d'étoiles et permettant à la population d'évoluer rapidement. Nous savons que ce type de rétroaction des quasars se produit, mais nous devons maintenant comprendre pourquoi elle est si extrême dans l'univers primitif. Cela implique une croissance très rapide des trous noirs supermassifs, un autre problème très réel et très intéressant. La solution la plus probable à tout cela est que nous allons apprendre énormément de choses sur les processus surprenants qui sous-tendent la croissance des structures, la formation des étoiles, l'ensemencement et la croissance des trous noirs, et qui sait quoi d'autre. Et une fois que nous aurons trouvé la solution,
les galaxies primitives impossibles deviendront plus que possibles. Elles deviendront inévitables, une partie naturelle de notre compréhension actualisée de notre espace-temps primitif. Merci à Opera pour son soutien à PBS. L'Opéra offre une manière unique d'explorer des sujets complexes et le monde qui nous entoure. Si vos recherches nécessitent de nombreux onglets, les fonctionnalités Tab Islands et Tab Traces d'Opéra peuvent vous aider à garder vos onglets organisés et visibles. Avec Tab Islands, vous pouvez regrouper vos onglets en fonction d'un thème, d'un projet, d'un contexte ou de toute autre organisation qui vous semble pertinente. Il suffit de survoler l'île avec la souris pour pouvoir la nommer, la coordonner par couleur et la développer ou la réduire selon les besoins. Et si vous êtes du genre à garder 30 onglets ou plus ouverts lorsque vous vous perdez dans les méandres d'une recherche, Tab Trace vous permet de suivre vos onglets les plus récemment utilisés grâce à un discret indicateur visuel. Plus le trait de soulignement est foncé, plus votre dernière visite dans cette section approfondie est récente. La fonction d'écran partagé d'Opéra est conçue pour aider les utilisateurs à utiliser l'espace de l'écran en leur permettant de choisir entre des dispositions verticales, horizontales ou en grille. Lorsque vous faites glisser vos onglets vers le bas, Opéra divise l'écran jusqu'à 4 manières redimensionnables. Si vous souhaitez tester toutes les fonctionnalités du navigateur Opéra, vous trouverez un lien dans la description.